the first aspect is going to thank our speakers that were really wonderful, from very basic fundamental science concerning the methylation or epigenetic. We conclude with epigenetic, but we started partly with epigenetic, and all the aspects of basic and applied science. And in this aspect, we have respected the goal of these days, which are to have a continuum between fundamental research and clinical research, and to have a link between the fundamental scientist and the clinical scientist. So really, thank you to all our speakers, and I think we can applaud all these wonderful tools. And so much to learn. Et je voudrais continuer en remerciant les organisateurs de la journée et évidemment le comité scientifique qui a élaboré ce programme, Pierre Jouannet, Jean-François Guérin, Patricia Fauque, Catherine Patra, Fabrice Guérif. Je pense que là encore, on peut les remercier d'un aussi beau plateau et d'une aussi riche journée. Remercier également ceux qui ont organisé cette journée, Marie-Françoise Vergne, Christine Lemaître, Sylvie Robin, Barroso, et puis rappeler comme... Oui. Rappeler un peu l'historique des choses. J'ai oublié Alain Fischer, mais je pense qu'il y a une telle complicité avec Alain qu'il ne m'en voudra pas de l'avoir cité du coup 2 fois. Rappeler l'origine. Donc, le comité d'éthique de l'INSERM a été saisi. Donc, il y a la possibilité que le comité s'auto-saisisse, mais aussi la possibilité d'une saisine par n'importe quel chercheur de l'INSERM ou associé à l'INSERM d'une question particulière. Et donc, rappeler que Samir Hamama a saisi le comité et l'Institut, via aussi l'Institut BCDE, de la question du manque de recherche sur l'embryon en France, et qu'après des discussions au niveau du comité sur la manière d'aborder la question, eh bien, le groupe de travail animé par Pierre Jouannet s'est mis au travail, a lancé des auditions, et je pense que Samir a été un des premiers à être auditionné, et avec l'aide de Thierry Galli, qu'il faut aussi remercier de son constant support et incitation à certains moments, nous avons pu arriver d'abord à élaborer les notes que vous retrouverez sur le site du comité d'éthique de l'INSERM et arriver à avancer dans ce qui a été fait. D'autre part, je vous rappelle que l'ensemble de la journée a fait l'objet d'une captation vidéo, ce qui fait que nous pourrons continuer à voir et à revoir des présentations scientifiques ou les discussions qui ont été très riches un peu plus tôt dans la journée. Alors, c'est toujours extrêmement compliqué à la fin d'une journée aussi riche et aussi diverse d'essayer de tirer quelques enseignements, mais il va de soi que c'est d'un point de vue éthique que je vais essayer de tirer quelques enseignements. Alors d'abord, toujours la même incroyable constatation, c'est-à-dire que nous sommes d'incroyables ignorants qui passons notre temps à tout ignorer de notre ignorance. And your last word only about the fact that now our ignorance could be named epigenetic. It might be, but considering what we see from the team of Tong, epigenetic is something very important and also most likely linked to metabolism. And we know a lot of disease now that are clearly linked abnormality in metabolism and epigenetic modification. For example, in my field in brain tumors, modification of IDH1, which is resulting from TET2 and 5-hydroxymethylation changes. So it might be that we are a little bit too chilly. But it might be also that we have so much to learn that we are no more entitled to be not aware of the amount of our ignorance. So clearly we have to go forward, but we have to go forward with some data.
Et donc, à un moment, les uns et les autres, vous avez dit, pourquoi ne pas faire de recherche sur l'embryon ? Qu'est-ce qui pourrait nous amener à ne pas faire de la recherche sur l'embryon ? Alors, il y a eu des arguments contre, évidemment, les limitations culturelles et légales qui ont été rappelées dès le début, la complexité de certaines procédures administratives, le fait de savoir que la France était dans un système permissif avec restriction, et un système qui est évolutif, je vais y revenir. Le protocole d'Oviedo que nous avons signé, et qui est une des grandes conventions internationales contraignantes qui parle de l'interdiction de travailler sur l'embryon humain. Et puis, ce sur quoi il a été fait allusion plusieurs fois, le fait de vouloir jouer au Dieu. En deux mots, au Dieu ou à Dieu. Le point, c'est que depuis que l'homme existe, c'est plutôt les dieux qui jouent avec les hommes. Et si on prend le récit le plus ancien connu, c'est-à-dire l'épopée de Gilgamesh, on voit comment Gilgamesh, ce roi de la cité d'Uruk, qui oppresse son peuple, qui est un fabuleux demi-dieu, mais qui est un oppresseur et un tyran, le peuple le supplie et les dieux vont lui envoyer un alter ego. Ils vont sculpter Enkidu, mais Enkidu est un sauvage et il va découvrir l'humanité, il va devenir un homme à travers la sexualité en faisant l'amour avec la prêtresse Shambat. Et puis il va aller dans la ville d'Uruk, rencontrer Gilgamesh et là ils vont devenir des amis inséparables. Ce qui nous rappelle sans arrêt que si les dieux veulent jouer à créer des hommes, l'humanisation, c'est toujours le regard de l'autre. Il n'y a jamais d'isolat. Il n'y a jamais un individu qui peut être pris en dehors du regard de l'autre individu. Et ce qui fait de nous des humains, c'est justement cette interaction permanente avec les autres. Il n'y a pas d'humain hors d'un contexte d'autres humains. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a comme argument pour ? On a entendu que la technique était quand même extrêmement insuffisante, avec des taux de succès dont on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on considère qu'avec entre 17 et 30% de taux de réussite, on pourrait s'en contenter. Les questions des embryons qui sont écartés et dont on nous a rapporté que dans certains cas, ils pouvaient donner naissance à des embryons à des enfants tout à fait viables, et donc la nécessité de trouver de nouveaux marqueurs de viabilité, de nouveaux marqueurs plus objectifs, y compris l'épigénétique profiling, y compris le métabolomique profiling, pour essayer de décider qu'est-ce qui pouvait permettre le but ultime, c'est-à-dire la naissance d'un enfant et d'un enfant en bonne santé. Alors les difficultés, on les a vues, en particulier la rareté du matériel, Hilde l'a rappelé, la rareté aussi de certains financements, ça a été rappelé par plusieurs d'entre vous, et le fait que dans d'autres lieux, c'est plus... Alors, au regard de l'éthique, on doit toujours essayer de revenir à nos trois piliers principaux qui sont qu'est-ce qui préserve le mieux l'autonomie, qu'est-ce qui préserve le mieux la justice, et la justice, ça veut dire aussi le coût des traitements. One of the aspects that you didn't mention, for example, for the mitochondrial treatment, the nuclear transfer, it's obviously that we need it to be safe and efficient. But what will be the cost of such an intervention on cells and modification in comparison with some other aspect? And most likely, the process that Jean-Paul was defending is more likely less costly, if possible, than not. La justice, c'est aussi la responsabilité vis-à-vis des générations futures. And clearly, the prohibition of germline modification is not only the fact that we are afraid to play as God, but also what kind of responsibility we have with our future generation if some aspect of incompatibilities could appear in a long range. We know that some genetic disease appear after 60 years or 80 years of age. It could be that some epigenetic disorders
could appear on a longer period. It's not a reason to do nothing, but it's a reason to be aware that we could do. And finally, évidemment, le troisième pilier, c'est la bienfaisance et la non-malfaisance. Et donc la question, c'est à partir de ça, à partir de toutes les connaissances qu'on a acquises, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Alors j'ai entendu des choses qui me paraissent vraiment fondamentales et que nous devons retenir et essayer de copier, en tout cas de suivre le bon exemple. Le premier, c'est la co-élaboration des réglementations. Je vois que Samuel Arabal est resté. Je pense que l'exemple que nous a montré Andy, à nouveau, de la démarche de la HFEA, avec un premier protocole de recherche en 2005, avec une consultation publique en 2012, avec un certain nombre de demandes qui sont des demandes qui sont publiées sur le site de la HFEA et qui permettent au public de suivre, ça se rapproche de ce qu'Hildé nous a dit également sur la nécessité d'obtenir la confiance du public et la manière dont, en étant transparent, scientifique, clair mais transparent, nous pouvons à la fois co-élaborer un certain nombre de règles et gagner la confiance du public. Cette confiance du public, elle est aussi nécessaire pour d'autres aspects. On a discuté plus ou moins à un moment de la question du consentement restreint sur une recherche particulière ou consentement plus large. Et il ne peut y avoir de consentement plus large que dans un contexte de confiance. On ne peut donner un consentement que si on fait confiance aux gens qui reçoivent ce consentement large, qu'ils l'utiliseront. Et j'ai entendu qu'il pouvait y avoir même un mix avec des consentements larges à titre, avec quelques restrictions. Pour d'autres, dans d'autres domaines de la recherche, la semaine dernière à l'UNESCO, nous avons discuté de ces questions du consentement, et dans certaines populations du Sud en particulier. Et il est évident qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de mener des recherches, en particulier dans les domaines omiques, avec des consentements restreints. Donc nous sommes obligés d'aller vers des consentements larges, mais qui dit consentement large dit nécessité de gagner la confiance, et probablement, je l'ai entendu aussi, de mettre en place des procédures de suivi, alors qui sont probablement le fait d'utiliser les sites Internet pour rendre compte régulièrement, globalement, non pas d'une recherche particulière, mais d'un ensemble de recherches. J'ai vu que dans les protocoles proposés en Belgique, le patient ou les couples pouvaient décider dans quel type de recherche ils s'inscrivent. Je pense qu'en France, on est plus dans une vision plus largement altruiste des choses et qu'on demanderait un consentement à la recherche, mais on peut réfléchir à ces questions. En tout cas, il faudrait qu'ils soient informés de l'ensemble des recherches qui puissent être faites. Et là aussi, probablement, il y a une coélaboration avec les agences réglementaires pour rendre compte au fur et à mesure de ces recherches. Je pense que la conclusion de tout ce que nous avons vu, c'est qu'il y a des résultats enthousiasmants qui nous ont été présentés, parfois même du béotien que je suis un peu trop enthousiasmant, parce que comme on a commencé en nous disant qu'il y avait entre 17 et 30% de succès et que dans certaines études qui ont été présentées, les taux de succès montaient à 70%, peut-être faut-il quand même des essais plus larges et des confirmations plus importantes de tout cela. Mais à l'évidence, je pense qu'on est sur un chemin. On a la nécessité, au fur et à mesure, d'affronter les questions qui nous sont présentées. Vous savez que j'aime toujours citer Asimov quand il nous dit que la connaissance soulève des questions auxquelles l'ignorance ne répondra jamais. La question du débat démocratique, la question du coût de toutes ces techniques, y compris le coût à un instant T mais évolutif. On a parlé à un moment du PGS, enfin du screening d'aneuploïdie et de la possibilité d'appliquer les nouvelles techniques de génétique à haut débit pour dépister les aneuploïdies. Bien sûr, aujourd'hui, par rapport à une certaine catégorie de femmes, si on dit au-delà de 40 ans ou au-delà de 36 ans, il est évident, comme ça nous a été présenté, qu'en économisant des cycles, qu'en ne congelant pas des embryons qui ne donneront pas d'enfants, on fait des économies. Mais si on devait généraliser le procédé,
et donc généraliser à l'ensemble des femmes qui pourraient aller vers une procréation médicalement assistée, voire même plus loin à l'ensemble des femmes. Et on peut aujourd'hui, avec les techniques de séquençage, avoir au moins l'ADN des génomes nus circulant dans les premières semaines de la grossesse. Eh bien, nous allons là vers des augmentations de coûts qui sont colossaux et des problèmes de conseil génétique auxquels nous ne sommes pas aujourd'hui prêts à répondre. Je conclurai, et ça ne vous étonnera pas, en vous disant que la réussite de cette journée, c'est la combinaison d'une recherche fondamentale avec une recherche clinique, et où je crois que les cliniciens, là, nous apportent sans arrêt des questions de recherche vis-à-vis desquelles nous sommes conduits à répondre. Donc vraiment une démarche translationnelle avec un domaine où recherche clinique et recherche fondamentale est liée, comme il y a peu de domaines où elle est liée. Et la conclusion, elle a été donnée par presque tous les orateurs de la journée. We need more research. Merci beaucoup.